Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce jeudi 9 septembre. Invités, rencontres, reportages, infos pratiques et votre météo à venir. Au sommaire de votre journal, la suite et la fin du voyage officiel du prince souverain en Allemagne, à Kiel, sur les traces de son trisaïeul, le prince Albert Ier, qui a toujours apprécié Kiel et son plan d'eau. La voile, passion princière, sans oublier l'aspect diplomatique d'importance à cette époque douloureuse, notre histoire du début du XXe siècle. Thomas Fouilleron, le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, nous ouvrira ce soir son armoire aux souvenirs. Le prince Albert Ier à l'honneur également au Yacht Club de Monaco avec une exposition comme rampe de lancement des commémorations tout au long de l'année 2022 des 100 ans de sa disparition. Et ce, en pleine Classic Week, où les vieux gréements et autres canots côtoient d'incroyables yachts à vapeur, à l'image du SS Delphine. Sans oublier ce moment suspendu ce matin à l'entrée du port de Monaco, avec l'amérissage de ce petit Cessna de l'Hydravion Club de Monaco. Et puis dans la deuxième partie de votre journal, on reviendra sur Terre, sur les planches, avec le directeur des affaires culturelles, François Gamerdinger, qui nous dévoilera la programmation d'une nouvelle grande saison de théâtre en principauté, avec pas moins de 30 dates à la clé, du 7 octobre prochain jusqu'au 5 mai 2022. Il y en aura pour tous les publics, pour tous les goûts, avec des grands classiques comme Les raisins de la colère ou encore Macbeth, des petits bijoux comme Quadrille de Sacha Guitry, dont nous parlera son metteur en scène Jean-Marc Vesperini. Mais sans plus tarder, direction Kiel, où nous attendent nos envoyés spéciaux, Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. On a beaucoup parlé voile depuis quelques heures sur ce lieu incontournable des passionnés de régate. On a également évoqué une autre des passions du prince Albert Ier, le domaine de la science, et un très bel hommage a été rendu ce matin au prince navigateur, au prince savant. Le prince Albert Ier, que l'on appelait également le prince savant, une personnalité aux multiples facettes, sa notoriété a dépassé les frontières. La preuve en est, 100 ans après sa disparition, lors de son déplacement à Kiel, son arrière-petit-fils, le prince Albert II, a pu visiter Géomar, un institut océanographique axé sur les recherches scientifiques. Et à cette occasion, un drone sous-marin a été dévoilé et il porte le nom d'Albert Ier de Monaco. Ce drone servira à collecter des données pour cartographier des fonds marins et analyser la qualité de l'eau. C'est tout à fait formidable que le Géomar ait voulu donner le nom d'Albert Ier à ce drone qui est la toute nouvelle génération. Il est à noter d'ailleurs que le prince Albert II a écrit une petite phrase, je ne pense pas que c'était prévu au protocole, mais il a souhaité écrire « Ex abyssis ad alta » sur le drone, qui est la devise du musée océanographique choisie par le prince Albert Ier et qui voulait dire des grandes profondeurs au ciel. Les liens entre Géomar et l'Institut océanographique de Monaco existent depuis plus de 100 ans. Il est intéressant de noter que la coopération entre l'Institut océanographique et l'Institut Géomar, l'Institut océanographique de Kiel, remonte à au moins 1903, mais peut-être avant. Et nous avons pu réactiver ces liens entre l'Institut océanographique et Géomar en 2015-2016. Et depuis donc maintenant 5 ans, nous avons des rencontres très régulières. Autre lien entre le prince Albert Ier et cette ville du nord de l'Allemagne, des scientifiques de Kiel faisaient partie des expéditions du prince Albert Ier au Spitzberg en Arctique. Et pour clore son déplacement, le prince Albert II est allé à la rencontre du team Malizia à l'occasion de la semaine de la voile à Kiel, sur le site même, le site olympique des Jeux de 1972. Boris Herrmann, le skipper allemand qui représente la principauté dans les plus grandes compétitions de navigation, comme récemment le Vendée Globe, se prépare aujourd'hui ici justement pour de nouvelles aventures avec un tout nouveau bateau en construction, c'est le Malizia 3. Une mise à l'eau est prévue en juillet prochain pour des tests et ensuite direction la Route du Rhum en solitaire, puis la Volvo Ocean Race en équipage. Passion voile pour le prince Albert Ier qui a toujours su mener de front, plaisir de la découverte, de la compétition, sans oublier de jouer à plein son rôle de chef d'État à l'époque, comme vous allez le constater dans cet entretien signé Patricia Navarro, et qui, avec Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, eh bien, tous les deux vont revenir sur son action diplomatique au prince Albert Ier au début du siècle dernier. Bonsoir Thomas Fouilleron. Bonsoir Patricia.
Ce déplacement à Kiel marque en quelque sorte le coup d'envoi des différentes célébrations qui vont accompagner le 100e anniversaire Albert Ier. Et c'était une tradition pour le prince Albert Ier de venir dans cette ville tournée vers la mer qu'il affectionnait tant. Absolument, puisque entre 1898 et 1914, durant 16 années, le prince Albert Ier est venu 11 fois à Kiel à l'invitation de l'empereur d'Allemagne, du Kaiser Guillaume II. Et bien entendu, il y avait des raisons nautiques, mais aussi des raisons politique, diplomatique. Albert Ier a très tôt vu l'intérêt que pouvait représenter pour son grand dessein pacifiste et diplomatique ces régates, ces rencontres de Kiel. Oui, c'est-à-dire qu'en toile de fond, il y avait une certaine forme de diplomatie qui se mettait en place. Si le prince Albert Ier est venu une première fois à Kiel en 1898, c'est à l'invitation du Kaiser, parce qu'Albert Ier voulait parler au Kaiser de ses projets d'observatoire météorologique, notamment aux Açores, qui pouvaient intéresser l'ensemble des nations européennes et évidemment qui nécessitaient une coopération internationale. Et Albert Ier voulait être ce facilitateur. Et ensuite, étant donné le bon accueil que le prince Albert Ier a reçu de Guillaume II, en pleine affaire Dreyfus, il faut rappeler que 1898, pour la France, c'est cette fièvre hexagonale qui a embrasé les esprits. Et Albert Ier acquiert du Kaiser la certitude de l'innocence du capitaine Dreyfus. Et il propose au Kaiser, qu'il invite pour les éditions suivantes, de jouer en quelque sorte un petit peu le rôle de médiateur qui pourrait établir un dialogue hors des contraintes des voies diplomatiques normales pour faciliter la résolution de questions, de crises qui évidemment ne cessaient de polluer la relation franco-allemande. Mais au-delà de ces discussions informelles, plus ou moins informelles au plus haut niveau, que faisait-il toutes ces années où il est venu à Kiel? Il régatait, c'était le plaisir de voir les régatiers? Il a régaté avec l'empereur d'Allemagne. On a de très belles photos donc, où le prince est embarqué sur le navire du Kaiser. Mais il y avait surtout ces discussions, alors autour évidemment d'une bonne bière. Il y avait ces soirées bières, ces Bierabend qui permettaient, alors on imagine le prince Albert Ier, je cite une anecdote que j'ai lue dans son journal intime, il fait dessiner sur un coin de table au Kaiser le drapeau de la paix. Alors c'était une idée qui avait jailli en 1902 lors de la tenue à Monaco du Congrès de la paix. Et Albert Ier pense que c'est une bonne idée de demander au Kaiser, en signe de bonne volonté, de dessiner ce drapeau. Et il dessine alors avec les couleurs monégasques une croix et puis autant d'étoiles blanches que de pays participants à ces congrès de la paix. Alors malheureusement, évidemment, c'est une initiative qui verra des oppositions du côté anglais, du côté français, parce que c'était difficilement acceptable que l'empereur d'Allemagne ait pris l'initiative d'un drapeau pour la paix européenne. On sait également que le prince Albert Ier a conduit beaucoup d'expéditions, d'explorations pour des expérimentations. Est-ce que cette mer du nord de l'Europe, à Kiel aussi, a été un terrain de jeu dans ce domaine-là ? Kiel était parfois une étape ou un point de départ en direction de la zone arctique, en direction de la Norvège, de Bergen, puis du Spitzberg. Donc il y avait en quelque sorte un itinéraire pour le prince Albert Ier, ritualisé, qui réunissait ces deux grandes amours, à la fois la diplomatie européenne et puis l'océanographie, et en particulier la connaissance et la protection du monde arctique, du monde polaire. Et très souvent, effectivement, les deux souverains, qui étaient autant l'un que l'autre passionnés d'étendue marine, discutaient de ces coopérations scientifiques, notamment autour du météorologiste allemand Hergezell, parce que quand Albert Ier fait travailler des scientifiques de nations différentes, voire de nations rivales comme les Français et les Anglais, il fait aussi de la diplomatie, il travaille aussi pour la paix. Merci beaucoup Thomas Fouilleron d'avoir répondu à nos questions en duplex de Kiel en Allemagne. Je vous remercie.
On le constate, un lien toujours très fort entre Kiel et la principauté de Monaco. Et à l'occasion du centenaire de la commémoration de la mort d'Albert Ier de Monaco, le Yacht Club organise, en partenariat avec le comité Albert Ier 2022, une exposition d'objets de sa collection dans le cadre ici de la Monaco Classic Week. Des objets liés aux courses de canots automobiles sous le règne du prince aventurier. Sandrine Nègre. Elles sont présentées pour la première fois de manière restaurée. L'exposition met en lumière ces pièces que le Yacht Club abritait depuis des dizaines et dizaines d'années. La très grande majorité des documents, il y en a 60, sont des documents d'art graphique, des affiches et des lithographies anciennes, mais aussi des cartes postales, des photographies et des albums photos, quelques médailles et des trophées. Et cette exposition d'une soixantaine de documents en lien direct avec les courses de canots automobiles organisées à Monaco sous le règne du prince Albert Ier est le fruit d'un an de travail pour Caroline Magro. L'ensemble des œuvres graphiques que vous voyez ici, et les médailles et les trophées, ont été restaurés par un restaurateur spécialisé en art graphique et en photographie. La très grande majorité des pièces n'étaient pas montrées au public et la campagne de restauration a duré 7 mois. Un film et une application viennent aussi enrichir cette exposition à l'occasion des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, proposé dans cette salle sur le quai qui porte le nom de son fils, Louis II. Exposition à découvrir jusqu'au 12 septembre, jusqu'à dimanche donc. Et puis coup de projecteur ce soir encore, avec vous Sandrine, sur ce temps fort et si particulier organisé ce matin à l'occasion de la Monaco Classic Week. Mais là, il ne s'agit pas de bateau, mais d'un hydravion. Reportage Sandrine Nègre, Olivier Bonello et Gianfranco Bortolin. Ils ont suivi ce qui se passait dans le ciel et sur l'eau pour vous ce matin. La scène attire tous les regards et pour cause, elle est clairement atypique devant le port Hercule dans la baie de Monaco, un hydravion à mairie, cela ne s'invente pas, ce 9 septembre à 9h. Moment historique parce qu'il y a eu dans les années 90 un hydravion qui a mairie, mais qui n'a pas vraiment été médiatisé et il n'y a pas vraiment eu de suite. C'est un hydravion classique qui arrive du lac de Côme, un Cessna des années 1952, qui a servi dans les guerres de Corée et de Vietnam, qui va être ici dans le Yacht Club Marina. Et l'histoire qui lie les hydravions et la principauté ne date pas d'hier. Au début du XXe siècle, Monaco était au cœur de l'actualité aéronautique avec ce meeting d'hydravions sous le règne du prince Albert Ier. Jusqu'à présent, on n'a que vu des hydravions sur des cartes postales, sur des photos, sur des affiches pendant tout ce temps. Et oui, le rêve, c'était de faire revenir les hydravions et la pratique de l'hydraviation après une absence d'un siècle. Et bien sûr, nous voulons accueillir des pilotes d'hydravions, des pilotes qui sont en train de faire leurs examens, leurs pratiques, les propriétaires d'hydravions et aussi les enthousiastes. Pour les enthousiastes justement qui n'auraient pas pu suivre l'amérissage de cet hydravion jeudi, séance de rattrapage samedi avec son redécollage qui aura lieu à 9h. La Classic Week a débuté hier. Cette biennale offre la possibilité au public de découvrir dans le port Hercule les plus beaux voiliers de tradition, les motoryachts, comme on les appelle, motoryachts d'époque, et puis les canots automobiles anciens. Cette année, une vieille dame fête même son centenaire. Je vous laisse la découvrir avec à son bord Alexandra Pani. Vous l'avez sûrement repéré avec son emblématique cheminée jaune. Je suis à bord du SS Delphine. C'est un navire construit en 1921 et on va aller voir justement dans quel état il a été conservé puisque tout a été reproduit avec fidélité. C'est un véritable voyage au début du XXe siècle que nous propose le SS Delphine, SS pour Steamship et Delphine du prénom de la fille de son premier propriétaire, Horace Dodge. Ce classique super-yacht à vapeur a vu le jour près de Détroit et avait à l'époque le tonnage le plus élevé des États-Unis. En 1942, le navire est réquisitionné par l'armée américaine et accueillera même à son bord Churchill et Roosevelt pour préparer les accords de Yalta. Par la suite, de nombreux propriétaires se succèdent et laissent le navire dans un piteux état avant sa restauration complète en 1998 par un homme d'affaires belge pour près de 45 millions d'euros. Des moulures de la salle à manger au gouvernail en passant par le pont promenade, tout a été reproduit à l'identique.
Les plans originaux existent toujours, ils sont à Détroit dans un muséum de la marine. Et donc c'est à partir des plans originaux que toutes les remises à niveau ont été faites à l'original. Vraiment selon les mêmes moulures, les mêmes dessins, les mêmes implantations. Tout a été refait comme à l'époque et selon les dessins originaux de Tiffany. Parce qu'il y avait plusieurs décorations qui étaient intervenues en fonction des années, mais c'est finalement le dessin original de chez Tiffany qui a été réutilisé pour la restauration en 1998. Seul vestige de son passé, sa motorisation à vapeur exceptionnelle pour l'époque. Vous le voyez, je me trouve dans la salle des machines. Ce lieu a été complètement conservé à l'identique de sa construction en 1921. C'est un moteur à quadruple expansion et c'est vrai que pour l'époque où il a été construit en 1921, c'était une technologie qui n'existait pas à l'époque. Elle a été inventée par Horace Dodge et donc c'était vraiment déjà à cette époque quelque chose d'unique. Une motorisation qui permet une navigation très stable et sans vibration à ses occupants. Aujourd'hui, SS Delphine parcourt la Méditerranée en tant que charter. En 2003, un lien étroit est créé avec la principauté lorsque la princesse Stéphanie devient sa marraine et la rebaptise SS Delphine de son nom d'origine. A noter que le SS Delphine mènera la grande parade Monaco Classic Week ce samedi à 16h. Les autres grands rendez-vous en principauté, c'est avec vous, Yannick de Bever, bonsoir. Et on commence par la deuxième manifestation des antipasses sanitaires dans les rues de Monaco après la marche de samedi. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes et à tous. Le rendez-vous était donné à 15h30 sur la place des Moulins. Un sit-in a rassemblé une centaine de monégasques défavorables à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire. Une manifestation pacifique et immobile donc. Les manifestants ont décidé de rester assis sur la place et se faire entendre au rythme des discours et des revendications. Et hier, une réunion d'information aux riverains du chantier du centre hospitalier Princesse Grace a été organisée par les travaux publics. Quel était l'objectif? Ont-ils pu répondre aux inquiétudes des monégasques? Réponse avec vous Yannick. L'objectif, Christophe, était de faire un point sur l'avancement du chantier initié il y a 6 ans déjà et de présenter les prochaines phases du calendrier. Les riverains ont pu être rassurés concernant les nuisances que peuvent induire un tel chantier. Pour la construction du nouveau parking, un dôme acoustique sera mis en place dès le 15 septembre et jusque fin 2022, mesure pour protéger les zones alentours. Enfin, sachez que toutes les informations liées au chantier du CHPG sont disponibles sur nouvellehopital.gouv.mc. De Bébel à Bébert se prolonge l'hommage à Belmondo. Depuis le 20 juillet, la place Pierre-Gauthier à Nice accueille De Bébel à Bébert, une collection de 130 clichés de Jean-Paul Belmondo pris par le photographe niçois Charles Bébert. Depuis l'annonce du décès de cette icône du cinéma, l'exposition a pris une toute autre définition pour devenir hommage. Prévue initialement jusqu'au 12 septembre, cette galerie à ciel ouvert restera accessible jusqu'au 19 septembre avec la mise à disposition d'un registre de condoléances. Toujours un plaisir de parler culture. La saison 2021-2022 a été présentée ce matin au Théâtre Princesse Grace. Le directeur des affaires culturelles est avec nous, Françoise Gamerdinger. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Encore des spectacles de qualité pour tous les goûts, ça c'est essentiel. Oui, nous souhaitons faire plaisir à notre public, d'une part, et d'autre part, surtout, nous avons une volonté de faire découvrir tous les genres théâtraux, mais également de nouveaux spectacles, de nouveaux textes, et puis des acteurs connus et moins connus. Vous êtes battu depuis le début, depuis le premier confinement, depuis mars 2020. Vous avez toujours été là, oui. Vous avez baissé les tarifs, vous avez fait venir des gens, vous avez décalé, vous avez fait jouer en matinée. C'était un long combat. C'était un long combat, mais que l'on a gagné. Et puis, je pense que c'est un combat qui, de ce fait, a attiré encore davantage le public, qui apprécie justement cette défense de la culture et ce que nous leur proposons au quotidien en principauté. Françoise Gamerdinger, on ne va pas pouvoir tout détailler. La saison commence quand exactement? Elle commence au mois d'octobre avec une pièce d'Agatha Christie qui s'intitule La Souricière et qui est un grand classique du genre énigme et cluedo sur les planches du théâtre. Donc c'est un moment amusant. Mais après, nous poursuivons avec des textes qui sont plus classiques
et notamment avec un texte de Racine revisité, avec du Molière, avec du Shakespeare également, sans oublier la comédie avec Josiane Balasco ou Cadmerade et Vincent de Dienne également, qui sera notre invité en fin de saison. Donc toute une pléiade d'artistes de renom et au grand talent qui nous permettront de passer d'agréables moments. Évidemment, les abonnés vont choisir tous ces grands spectacles. J'espère qu'il restera plein de place pour ceux qui ont envie de revenir au théâtre. Parce qu'on a été tellement frustrés. Les gens qui viennent de l'extérieur ont été heureux de trouver des spectacles à Monaco. Ils veulent continuer. Alors, je dois préciser que cette année, il n'y aura pas d'abonnement. Parce que ça a été un petit peu compliqué l'an passé après à gérer. Et que si jamais, par malchance, nous devons annuler certains spectacles, donc on peut bien sûr choisir toute la saison dès le premier jour, mais il n'y a pas d'abonnement prévu pour cette saison. Très clair. Ça veut dire qu'on peut cocher. On peut cocher à chaque fois. Vous pouvez cocher, vous pouvez réserver, mais on ne peut pas s'abonner directement pour tous les spectacles. Pour sélectionner ces pièces, Françoise Gamerdinger, c'est un long travail. Vous écoutez, vous êtes un petit comité, vous allez voir les pièces un peu partout en France, notamment à Paris ou en Avignon? Je me tiens quotidiennement informée de tout ce qui sort. Je lis beaucoup de magazines de théâtre. J'ai de très bons contacts avec la scène parisienne. Donc automatiquement, ce sont des échanges avec les producteurs, avec les acteurs eux-mêmes qui me proposent leur travail. Donc c'est cette amitié et ce professionnalisme que nous avons pu créer avec la scène du théâtre qui fait que nous avons toujours de nombreuses réponses positives à l'invitation que nous faisons pour notre programmation. Ça commence en octobre, ça se termine juste avant l'été? Oui, ça se termine au mois de mai. Au mois de mai. Du rire aux larmes, de l'émotion, il y a un peu tout, vous l'avez dit, très éclectique. Hein. Très éclectique, et puis aussi nous avons nos partenariats habituels avec l'Institut audiovisuel, avec le Grimaldi Forum, des partenariats pour également mettre à disposition le théâtre pour nos jeunes étudiants en art et pour nos jeunes étudiants du conservatoire. Je crois que c'est important aussi que le théâtre ouvre ses portes aux jeunes et aux jeunes qui se destinent à la culture. Donc nous avons créé ces liens d'amitié pour pouvoir leur offrir les outils dont ils ont besoin pour étudier et progresser. C'est important. Ma petite question de conclusion, question un peu piège, mais je vais vous donner quand même deux possibilités, Françoise Gamerdinger. Oui. S'il fallait choisir une pièce cette saison, vous avez droit à deux choix. Ça vous va? À deux choix. Allez, dites-moi. Eh bien ça, je ne le fais jamais. Je vous dis, venez à tout et venez voir la programmation du Théâtre Princesse Grace. Programmation complète, vous l'avez dit, à retrouver évidemment sur votre site. 30 soirs, c'est pas grand-chose. 30 soirs dans votre agenda, donc à sélectionner. Merci mille fois, Françoise Gamerdinger, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous et à très bientôt au théâtre. Vous l'avez bien compris, une programmation des plus riches pour le Théâtre Princesse Grace cette année. Et dans cette programmation, une pièce inédite, Quadrille, de Sacha Guitry, pour conclure la saison, dont la mise en scène est signée pour cette pièce Quadrille, Jean-Romain Vesperini. Christine Datomel l'a rencontré. Une pièce au rythme effréné qui sera présentée au mois de mai au Théâtre Princesse Grace et qui permettra aux spectateurs de découvrir Sacha Guitry différemment. Connu pour son jeu d'acteur, Sacha Guitry était aussi un excellent auteur et c'est ce côté-là que le metteur en scène a souhaité mettre en lumière dans Quadrille. Et la langue de Guitry, c'est une langue où on dit souvent il faut du rythme, mais le rythme, ça veut un peu tout et rien dire. Or, chez Guitry, ça veut surtout dire une maîtrise parfaite de la langue. Voilà. Et puis, pour ajouter cette touche de musicalité qui me correspond, j'ai fait composer des chansons qu'on va intégrer au spectacle et il y aura un petit côté un peu Jacques Demy, voilà, c'est un peu ce qu'on recherche. La force de Sacha Guitry portait un regard très aiguisé sur notre société en utilisant le pouvoir des mots. C'est la façon dont il arrive à maîtriser la langue, le verbe. Et ça, c'est quand même, pour moi en tout cas, sa plus grande force. Il a souvent dit qu'il était misogyne, mais je suis persuadé que c'est pas qu'il était misogyne, c'est qu'il était misanthrope et qu'il avait un regard sur l'humanité entière, les femmes comme les hommes. Ce qui fait sa force, c'est sa modernité finalement, son regard sur les rapports humains qui, lui, n'a pas changé depuis
millénaires finalement. Vainqueur final de cette pièce, le libre arbitre, retrouvé quadrille le jeudi 5 mai à 20h30 au théâtre Princesse Grace. Oui, de très belles soirées en perspective à partir du 7 octobre. On vous retrouve, vous, Yannick, pour cette fois les rendez-vous sportifs du week-end. Et on commence par le football avec le choc entre Monaco et Marseille. Un match important pour l'AS Monaco déjà, avec seulement 4 points pris sur 12 possibles au mois d'août. Les Monégasques ont pris du retard sur les cadors du championnat. L'objectif va être de lancer une série de victoires ce samedi à domicile face à l'Olympique de Marseille. Ça a été un début de saison assez compliqué en termes de points, mais il ne faut pas oublier que dans le contenu, on a été bon. Après, bien sûr, remporter un match face à l'OM, ça a une saveur particulière, donc on va tout faire pour réussir à gagner. Enfin, j'ajoute que l'arbitre de la rencontre a déjà été désigné. Stéphanie Frappard sera au sifflet samedi à 21h au stade Louis II. On reste dans le ballon rond avec une nouvelle qui va ravir les plus fidèles supporters de l'AS Monaco. Exactement, l'UEFA a levé ce mercredi soir l'interdiction de déplacement des supporters visiteurs pour la Ligue Europa. Cela veut donc dire que les Monégasques pourront suivre et supporter leur équipe préférée pour tous les matchs européens cette saison. Attention tout de même à bien respecter les règles sanitaires en vigueur dans chaque pays. Premier déplacement prévu le 30 septembre aux Pays-Bas pour le match face au PSV Eindhoven. En basket maintenant, la Roca Team qui continue sa préparation avec une grosse saison à venir, vous le savez. Ils affrontaient hier en match amical le club de Lavrio. Une victoire de plus pour l'AS Monaco ce mercredi face aux Grecs de Lavrio. Un succès bien construit, 79-63, qui vient boucler sur de bonnes bases ce stage en Grèce. Les jeunes ont pu jouer, des automatismes se sont créés et la raquette monégasque a prouvé qu'elle était archi dominante. Autre bonne nouvelle, le retour de Rob Gray sur les parquets suite à sa blessure. Direction la Turquie maintenant pour les Roca Boys avec l'Istanbul Cup du côté d'Istanbul. Et pour terminer ce grand volet sport, direction Paris et le central de Roland-Garros où le jeune boxeur Hugo Mikalev va entrer dans la cour des grands. Pesé validé pour le néo-boxeur professionnel Hugo Mikalev. Ce vendredi soir, enlevé de rideau du combat de Tony Yoka, le jeune monégasque affrontera l'Argentin Ezequiel Gregores. Premier combat pro pour Hugo Mikalev qui boxe en super léger. Cet été, il avait décroché un contrat de 5 ans avec la prestigieuse société de promotion Top Rank. Le boxeur disposera de 4 rounds pour triompher et débuter de la plus belle des manières sa carrière professionnelle. La météo de ces prochaines heures. Ce vendredi, comme aujourd'hui d'ailleurs, le ciel monégasque sera couvert. Les températures restent cependant agréables avec 20 degrés au lever du jour et jusqu'à 26 degrés au meilleur de l'après-midi. La mer est stable également avec un thermomètre qui affiche 24 degrés. Le jour se lèvera à 7h02 pour se coucher à 19h52. Et ce vendredi, n'oubliez pas de fêter toutes les Inès. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour. Et cet mérissage ce matin du petit hydravion, de ce Cessna, juste devant le port de Monaco. Reportage photo signé Manuel Vitali. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous sur Monaco Info.